C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Daniel Etta, figure connue de la scène politique béninoise, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2026. Dans un discours empreint de patriotisme, il se positionne comme l'homme d'un projet collectif tourné vers la réconciliation nationale. C'est officiel, le Mauritanien Sidi Ould Tah est le nouvel homme fort chargé de conduire la destinée de la Banque africaine de développement pour les prochaines années. Il a été élu ce jeudi en Côte d'Ivoire avec son 16,18% des voix au troisième tour du scrutin. Retour sur son parcours dans ce journal. Et puis, des inondations meurtrières dans le centre du Nigeria ont fait au moins 25 morts après des pluies torrentielles ayant ravagé la ville de Mokwa. Le pays subit de plein fouet les effets du changement climatique. À nouveau, bonsoir. Le paysage politique béninois s'anime peu à peu à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Ce jeudi, Daniel Etta, acteur politique, a franchi une étape décisive. Il a officiellement déclaré sa candidature avec une voix empreinte de conviction. Il a présenté au peuple béninois un projet de société qu'il souhaite collectif, ambitieux et porteur d'un nouvel élan. Suivons un extrait de ses propos. Mes chers compatriotes, l'élection présidentielle de 2026 ne sera pas une bataille des égaux. Ce sera un rendez-vous avec l'histoire. Et moi, je vous tends la main. Je vous propose un pacte de réconciliation nationale, un pacte de justice, un pacte de progrès, un pacte de dignité. Nous le ferons en 2026 n'est pas une promesse vague. C'est un contrat entre vous et moi. Un contrat scellé dans la vérité, nourri de vos souffrances, inspiré par votre courage. Ce projet, nous ne le porterons pas, nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec vous. Et nous le ferons autrement, avec toutes les forces du pays, avec les Béninois des villes, des campagnes et de l'étranger, avec les jeunes, les femmes et nos anciens, avec les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs, avec les artisans et les transporteurs, y compris bien sûr les émigrants, avec les fonctionnaires et les commerçants, avec les entrepreneurs et les industriels, avec les forces de défense et de sécurité, avec les enseignants, les médecins, les sportifs, les artistes, avec la diaspora africaine et les afro-descendants, avec les croyants de toutes les confessions religieuses et les gardiens de nos traditions, avec la chefferie traditionnelle, les organisations syndicales, ainsi que les organisations de la société civile. Nous avons besoin de tout le monde, car c'est ensemble que nous réussirons. Nous le ferons en reconstruisant la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Nous le ferons en pratiquant une gouvernance de l'écoute, de la transparence, de la redevabilité. Nous le ferons en rompant avec les clans, les fidélités aveugles, les logiques de vengeance et de représailles. Nous le ferons en ouvrant la voie à la compétition des idées, des projets, des résultats. Nous le ferons en formant une nouvelle génération de leaders. Nous le ferons avec un leadership du mérite, de l'intégrité, de la compétence et de la proximité. Un leadership enraciné dans les réalités du peuple. Nous le ferons en réinvestissant l'État avec un esprit de service et non de domination. Chaque ressource, chaque poste, chaque décision devra servir le bien commun. Nous le ferons en valorisant les compétences des Béninois et les talents de la diaspora. Nous le ferons en mobilisant les énergies du secteur privé, des jeunes,
des femmes et des communautés locales. Nous le ferons avec détermination, mais aussi avec patience, humilité et endurance, car nous le savons, changer les choses prend du temps. Mais rien ne résiste à la volonté d'un peuple uni. Nous le ferons ensemble. Et nous le ferons autrement que par le passé, pour un Bénin réconcilié, pour un Bénin juste et équitable, pour un Bénin fort, pour un Bénin souverain et respecté, pour un Bénin qui soigne, éduque, protège et nourrit ses enfants, pour un Bénin fier de lui-même et tourné vers l'avenir, pour un Bénin qui regarde l'Afrique non comme un boulet, mais comme une promesse. Ensemble, nous le ferons et il fera beau. Autre volet de l'actualité, le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales. On l'écoute ici à l'issue de l'audience au micro de Romare Kadossa et Bernardin Bonumbo. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Conseil économique et social pour discuter de comment le système des Nations Unies pourrait l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Une mission noble qui permettrait d'être, comment je pourrais le dire, la voix des populations auprès du gouvernement, remonter les besoins des populations. Et j'estime que cette mission est en droite ligne avec celle des Nations Unies en termes de réponse aux besoins, en termes d'accompagnement dans la transformation du Bénin. Et avec le président, nous avons eu une discussion très large sur non seulement ses ambitions, mais aussi sur les capacités du système des Nations Unies. Et les capacités, ce n'est pas seulement le bureau de la coordonnatrice résidente que je suis. Les capacités, c'est aussi la diversité des agences qui travaillent au Bénin dans divers domaines. L'UNICEF sur les droits de l'enfant, le PNUD pour tout ce qui est autour du développement, le programme alimentaire mondial, la FAO, l'ONU-SIDA, l'OMS, autant d'agences, et j'en ai pas cité tout, mais qui peuvent et qui doivent accompagner le Bénin dans sa vaste ambition de transformer le pays pour le bien-être des populations. C'est ainsi qu'avec le président, on a évoqué l'idée de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir traduire concrètement ces ambitions-là en action, de comment le système des Nations Unies et le Conseil économique et social pourraient ensemble travailler sur des petits axes qui permettraient d'améliorer sensiblement et d'impacter la vie des populations béninoises. C'est une invitation que j'ai accueillie avec grand plaisir parce que c'est une invitation qui vient encore donner l'opportunité au système des Nations Unies de faire la démonstration de sa capacité à accompagner de façon substantielle le gouvernement, le Bénin et aussi le Conseil économique et social dont il est le président. Donc on s'est donné rendez-vous très bientôt pour pouvoir échanger, parler et décider de 2-3 axes d'intervention concrètes qui nous permettraient de pouvoir chacun contribuer au développement du Bénin, contribuer au bien-être des populations béninoises et surtout continuer à être les organes, que ce soit le Conseil comme le système des Nations Unies, qui sont là pour transformer de façon profonde le Bénin. Une ambition qui est en droite ligne avec l'ambition que moi j'ai trouvée en tant que coordonnatrice du système des Nations Unies. Un Bénin transformé du côté infrastructure, du côté de beaucoup de lois qui avancent les droits des femmes, de tout ce qui se fait pour les enfants et l'éducation, le succès des cantines scolaires en
est une belle illustration. La création de l'Institut national de la femme est une autre belle illustration. Je ne pourrais pas citer tous les avancements que le Bénin a pu faire dans divers domaines, mais en tout cas de réitérer et de dire au président du Conseil économique et social que nous sommes là pour pouvoir nous aussi donner notre contribution à cette belle ambition qu'il a pour son institution et pour le Bénin. Dans un tout autre registre à présent, élu ce 29 mai à la tête de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah devient le 9e président de l'institution panafricaine. À 61 ans, ce technocrate mauritanien, au parcours discret mais dense passé par la Banque islamique de développement et la BADEA, incarne une vision pragmatique et multilatérale du développement. Retour sur son parcours dans cet élément. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à la Banque africaine de développement. Après 3 tours de scrutin, le Mauritanien Sidi Ould Tah a été élu avec plus de 116% des voix à la présidence de l'institution panafricaine. Il succède ainsi au Nigérian Akiwumi Adesina, en poste depuis 2015, et devient le 9e président de la BAD. Né en 1964 à Médédra, dans le sud-ouest de la Mauritanie, Sidi Ould Tah est le produit d'une élite technocratique formée dans les meilleures institutions. Il détient un doctorat en sciences économiques de l'Université de Nice, un DEA à Paris 7 et a suivi des programmes de leadership à Harvard. Polyglotte, il évolue avec aisance dans les milieux diplomatiques et financiers internationaux. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Son immersion dans les affaires économiques commence tôt. Il passe par la Banque mauritanienne pour le développement et le commerce, puis par la Commission de sécurité alimentaire, avant d'être propulsé directeur administratif et financier de la mairie de Nouakchott à 23 ans. À partir de 1996, Ould Tah prend un virage international. Il rejoint l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole à Khartoum avant d'intégrer en 1999 la Banque islamique de développement à Jeddah, où il occupe divers postes stratégiques durant 7 ans. Il y apprend les subtilités du financement structuré, renforce son réseau dans les capitales du Golfe et s'impose comme un relais crédible entre l'Afrique et le monde arabe. En 2008, il entre dans le gouvernement mauritanien comme ministre de l'économie et des finances, un portefeuille qu'il conserve sous différentes formes jusqu'en 2015. À ce poste, il pilote les réformes macroéconomiques. C'est en avril 2015 que sa carrière prend une nouvelle dimension. Élu à l'unanimité président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, il devient le premier Ouest-Africain à diriger cette institution fondée en 1973. En 10 ans à sa tête, il redynamise profondément la BADEA. En 2024, il lance un plan stratégique 2025-2030 doté de 18,4 milliards de dollars. Le Bénin avait soutenu sa candidature
pour son élection à la tête de l'institution financière. À la tête de la BAD, Sidi Ould Tah devra relever des défis majeurs: accélération du financement des infrastructures, résilience climatique, sécurité alimentaire, intégration régionale. Son élection marque à la fois la reconnaissance d'un parcours d'exception et l'affirmation du Sahel dans l'architecture du développement continental. Au moins 25 personnes ont perdu la vie à Mokwa dans l'état de Niger au Nigeria à la suite de pluies torrentielles survenues ce mercredi. Les inondations provoquées par un violent orage ont submergé plus de 50 habitations et entraîné le déplacement de plusieurs dizaines de familles. Le reportage. Des pluies torrentielles ont frappé la ville de Mokwa dans l'état de Niger au Nigeria entre mercredi et jeudi. Elles ont provoqué au moins 25 morts et plus de 50 habitations ont été submergées ou emportées par les eaux déchaînées. Un nombre encore indéterminé de personnes restent portées disparues. Sur place, les secours, composés de plongeurs et de volontaires, ont déjà sauvé plusieurs sinistrés, dont une mère et ses 2 enfants. Ils sont hospitalisés pour des blessures et un choc traumatique. Des habitants ont signalé que la route reliant le nord et le sud du Nigeria à travers Mokwa a également été coupée par l'inondation. Ces inondations répétitives sont exacerbées par un drainage insuffisant, des constructions illégales sur les lits des rivières et l'accumulation de déchets dans les canaux. En 2024, plus de 1200 personnes ont péri et 1,2 million ont été déplacées lors d'une saison des pluies particulièrement meurtrière. Le retour inattendu de Joseph Kabila suscite la stupeur et l'indignation d'une partie de la population. Pour beaucoup, cette visite de l'ancien président congolais jette un doute inquiétant sur les chances de paix dans l'est de la RDC. Cette arrivée de l'ancien président survient alors que le gouvernement de Kinshasa a récemment accusé l'ancien chef de l'État de contribuer à la déstabilisation du pays. Suivant. L'ancien président congolais Joseph Kabila a fait jeudi sa première apparition publique à Goma, près d'un mois après son arrivée discrète dans la ville de l'est de la RDC. Son retour en zone de conflit suscite l'attention. Goma est sous pression depuis que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris des positions stratégiques. Si l'ancien chef d'État qui a rencontré des chefs religieux n'a fait aucune déclaration, les attentes sont claires. Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que nul n'ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même état-là existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Dans les rues de Goma, l'apparition de Joseph Kabila divise autant que le conflit qu'il espère influencer. Pour certains, son expérience est un atout, pour d'autres, son passé reste une source de doute. Accusé par Kinshasa de soutenir une insurrection à l'Est, l'ancien président est aussi visé par une procédure judiciaire après la levée de son immunité. Je ne pense pas que Kabila puisse mettre fin à la guerre. Il a été président de ce pays il y a longtemps et il n'a pas réussi. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, alors que la situation s'aggrave, il vienne y mettre fin. Son arrivée à Goma est une bonne chose, car il est aussi congolais que nous tous. Il est ici pour nous aider, nous les Congolais, à parvenir à la paix. Pour que nous ayons la paix, il faut passer par lui, car il connaît très bien les problèmes des Congolais. Il a été président pendant 18 ans. Pendant ce temps, les combats continuent dans le sud Kivu. L'espoir d'un cessez-le-feu entre le M23 et l'armée congolaise reste fragile. Joseph Kabila, président de 2001 à 2019, reste encore silencieux. Un tribunal d'Afrique du Sud a condamné une femme à la prison à perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans, un acte qui a suscité une vague d'indignation dans le pays. Jocelyn Smith avait disparu en février 2024 de son domicile et n'a jamais été retrouvée. Sa mère a été reconnue coupable d'avoir vendu sa fille pour environ $1100. Le reportage.
Une affaire qui a choqué l'Afrique du Sud connaît enfin son dénouement judiciaire. Kelly Smith a été condamné jeudi à la prison à vie pour avoir vendu sa fille de 6 ans. La petite Jocelyne a disparu en février 2024, déclenchant une vaste mobilisation policière et communautaire sans jamais être retrouvée. Aux côtés de Smith, son compagnon, Jack Annapolis, et un ami, Steveno Van Ryn, ont également écopé de la perpétuité. Ils ont été reconnus coupables de trafic d'êtres humains et d'enlèvement, avec des peines additionnelles de 10 ans pour ce dernier chef. Le procès s'est tenu dans un centre sportif à Saldanha Bay, permettant à la communauté locale de suivre ce jugement exceptionnel. Durant ce dernier, une témoin a révélé que la fillette aurait été vendue pour environ 1 000 $ à un guérisseur traditionnel. Il aurait utilisé son corps pour des rituels. Le juge a ainsi qualifié cette vente d'acte de traite d'êtres humains à des fins d'esclavage ou de pratiques similaires. La Chine a signé une convention établissant une organisation internationale de médiation à Hong Kong. Cette décision intervient dans un climat de tension géopolitique exacerbé par la guerre commerciale initiée sous la présidence de Donald Trump et qui ravive les craintes d'une récession mondiale. C'est après moi. Ils sont venus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. De nombreux dirigeants et officiels ont pris part à Hong Kong en Chine à la cérémonie de signature de la convention officialisant la création d'une organisation internationale de médiation. Des représentants de 32 pays viennent de signer la convention, faisant d'eux les membres fondateurs de l'Organisation internationale de médiation. Des représentants de haut niveau de plus de 50 autres pays et de près de 20 organisations internationales sont également présents à la cérémonie. Vous êtes venus du monde entier pour un objectif commun, promouvoir la résolution pacifique des différends et faire progresser l'amitié et la coopération entre les pays. Un nouvel organe de médiation qui vise à asseoir la position de la Chine sur la scène internationale dans un contexte géopolitique complexe. Le pays est depuis quelques mois impliqué dans une bataille commerciale tendue avec les États-Unis, faisant craindre un ralentissement économique à l'échelle mondiale. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.